Tout ce que vous dites pourra être retenu contre vous. C'est vrai en justice, c'est vrai en politique, en particulier quand les caméras enregistrent. Le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, le sait évidemment. Il l'a réappris à ses dépens à la suite d'une entrevue éditoriale avec les collègues du Devoir. Pendant cette entrevue, le chroniqueur Michel David lui demande comment il explique le fait que bientôt les députés de l'Assemblée nationale seront payés plus cher que leurs collègues des autres provinces, mais que les enseignants du Québec seront moins payés ou sont moins payés que leurs collègues des autres provinces. C'est la réponse de M. Drinville qui fait controverse, réponse qu'on vous fera entendre dans un instant. Le temps de vous présenter ceux qui se prêtent au jeu de la table éditoriale tous les jours. Michel, Jean-François, Dimitri et Françoise, bon début d'après-midi à vous quatre. Bonjour. Bonjour. Salut. Alors, on va écouter l'échange. Ça dure une bonne minute, mais notez le ton, le langage corporel aussi dans cet échange d'environ une minute qu'on écoute. Écoute, il y a au-dessus de 100 000 enseignants au Québec là, qui ne gagnent pas suffisamment. Je suis d'accord, je voudrais leur en donner plus. Il y a une négociation qui est en cours présentement. Puis, je trouve que la comparaison est un petit peu boiteuse. Pourquoi? Et si je m'appelais Michel David, je dirais qu'elle est un tantinet démagogique. Pourquoi Comme donc? postulat de base. Je Pourquoi trouve ça- donc? Pourquoi un député mériterait plus que les Michel, autres, puis tu pas me les permets, je vais te enseignants? tutoyer, là. Tu compares vraiment la job d'enseignante à la job de député. Tu es en train de me dire que ça se compare? Non, ça? je dis pas qu'un député doit être payé le même prix qu'un enseignant. Je dis que si un député peut être payé aussi cher, plus cher que ses confrères au Canada anglais, je vois pas pourquoi une enseignante ne serait pas payée aussi cher. Je souhaite que les enseignantes et les enseignants soient le mieux payés possible. OK, alors, l'interprétation qui a été donnée au propos de M. Drinville, c'est de dire qu'il donne moins de valeur à la fonction d'enseignant qu'à celle de député. Vous, Jean-François, vous interprétez ça comment? Il était complètement désarmé par la question, évidemment. Et la question de base, c'est la comparaison avec le reste du Canada. Puisque dans cette augmentation de salaire scandaleuse auto-donnée aux députés par la CAQ, les députés de l'Assemblée nationale deviendront les plus payés de toutes les assemblées provinciales, pas du fédéral, qui sont bien trop payés à mon avis, mais alors là, mon ami Michel David dit, pourquoi est-ce que dans ce cas-là, les enseignants du Québec ne devraient pas être pas plus payés que la moyenne canadienne, mais au moins aussi payés que la moyenne canadienne. Puis là, on peut débattre que le coût de la vie est moins cher au Québec qu'en Ontario. C'est ce qu'on fait toujours dans les négociations avec les employés de l'État, mais c'est drôle, cet argument-là n'a pas l'air à être prégnant pour les députés aussi, parce que aussi le coût de la vie est moins cher pour les députés, pas seulement pour les enseignants. Alors, plutôt que... La seule bonne réponse, c'était une partie de sa réponse, de dire « Je suis d'accord avec toi, les enseignants ne sont pas suffisamment payés ». D'ailleurs, il faut dire que la CAQ, avant lui, a augmenté de 15 % le salaire d'entrée des enseignants, ce qui est très bien. Puis on apprenait aujourd'hui qu'ils veulent offrir 12 000 $ à un enseignant qui resterait un an après sa retraite, ce qui est très bien. Alors donc, en fait, la CAQ a un dossier qui est plutôt positif sur le salaire des enseignants, mais Bernard Drinville, je l'appelle Bernard, c'est mon ancien collègue du Conseil des ministres, Bernard a erré en abordant le sujet que c'est pas comparable le travail d'un député puis d'un enseignant. Je lui donne raison. C'est bien plus difficile d'être enseignant que député. Exact. Parce que j'ai aucun doute qu'un bon enseignant de secondaire pourrait être dans la chaise d'un député pendant une semaine. Évidemment, la difficulté, c'est de se faire élire, mais une fois que tu es élu, la capacité intellectuelle nécessaire pour être député, la charge mentale, en tout cas, est moins grande que celle de devoir gérer 30 étudiants, dont 10 sont en difficulté scolaire. Alors, évidemment, tout le monde va dire, Monsieur Drinville, on vous invite à venir une semaine gérer ma classe, puis voir si vous n'allez pas être en burn-out le mercredi après-midi. Hein? Bon. Et puis, évidemment, c'est un cadeau aux négociateurs de l'éducation des enseignants pour dire, Oui. voyez, là, vous devez corriger maintenant à la table de négociation la bourde du ministre de l'Éducation à la table éditoriale.
Alors, on va en parler dans un instant des négociations. Je veux vous présenter un tweet de Marois Risky, parce que Jean-François, Marois Risky va un peu dans le sens dans lequel vous allez aussi, puis elle est habile, Mme Risky, pour récupérer les choses. J'ai été prof à l'université. Malgré cette expérience, j'ai été brûlé après une semaine à titre d'enseignant dans une classe de 5e année. Après plusieurs mois de suppléance, je peux affirmer qu'un enseignant peut être un excellent député, mais l'inverse est moins vrai. Donc, Exact. qu'un député ne peut pas être un bon enseignant. Bref, elle l'a récupéré à sa façon, avec un petit sourire. Et Dimitri, avant de vous donner la parole, Bernard Drinville a senti le besoin de faire le point ce matin sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, en disant ceci. « En aucun cas, j'ai voulu insinuer que le travail d'enseignant a moins d'importance que celui de député. À mes yeux, toutes les professions et tous les métiers méritent le même respect, qu'on soit enseignante, infirmière, machiniste, plombier, etc. » Et il ajoute, « J'ai aussi déclaré dans l'entrevue, puis on vous a passé le bout, que je souhaitais que les enseignants soient mieux rémunérés, mais que cette question devait se régler à la table de négociation. Rappelons que notre gouvernement a augmenté le salaire des enseignants de 14 à 18 % une hausse historique. » Vous voyez ça comment, Dimitri? Bien, j'ai un plus grand problème avec le tweet de Mme Risky que les propos du ministre Drainville. Je vais vous dire pourquoi. Premièrement, c'est vrai, le ministre Drainville n'a jamais insinué que le rôle de député était plus important que celui d'un enseignant. Chaque rôle dans notre société a son importance parce que c'est tous les morceaux de ce puzzle avec les plombiers, les chirurgiens que nous sommes capables de fournir des services à notre société. Mais quand Mme Risky dit qu'elle était professeure à l'université et après quelques jours à une école secondaire, elle a été brûlée, tout ce que ça veut dire, c'est qu'elle est une mauvaise prof pour une école primaire ou secondaire, et sa vocation... mais attendez, mais voyons, allons-y avec le courant, juste pour être politically correct. Sa vocation, son excellence, c'était d'être une excellente prof à l'université. Moi aussi, j'ai essayé d'aider mon chum qui est plombier, puis après 2 jours, j'étais brûlé aussi. Ça veut dire que je suis un mauvais plombier. Et de dire qu'un prof peut être un prof peut devenir député, mais on ne peut pas dire l'inverse. Encore une fois, on minimise et on insulte l'importance de nos 125 représentants à l'Assemblée nationale. Pourquoi est-ce qu'un député ne peut pas être aussi bon prof qu'un prof peut être un aussi bon député? Et quand la question de M. David, c'est important de regarder l'échange entre le ministre Drainville et M. David. C'est clair, un député devrait avoir un salaire plus élevé que le salaire d'un prof. Et si on regarde les salaires des profs au Québec, Jean-François, vous l'avez mentionné, ça commence à 40 45 000 et ça peut aller jusqu'à 90 000 par année. Donc, encore une fois, pourquoi est-ce qu'on sème la zizanie sur un enjeu où... Et on minimise l'importance de nos députés. Vous savez, encore une fois, je le répète, c'est les 125 individus, hommes et femmes, chargés de la bienveillance et du bon fonctionnement de notre démocratie. Donc, je suis beaucoup plus dérangé par le tweet de Mme Risky qui dénigre et qui minimise nos députés. C'est juste quelqu'un qui s'assoit. Ils votent sur des lois presque à chaque jour. Donc, leur importance dans notre société est primordiale, selon moi. Et avoir des salaires plus élevés, va faire en sorte qu'on va pouvoir attirer plus de gens. Regardez qu'est-ce qui se passe au fédéral, que ce soit au Parti libéral, au Parti conservateur, la vaste majorité, puis regardez les partiels. Tous les candidats de tous les partis, que ce soit Mme Gainey, que ce soit le candidat conservateur à Portage-Lisgur, c'est tous des gens qui étaient, avant de devenir candidats, étaient du personnel politique. Donc, on veut attirer plus de gens que des gens qui font de la politique une carrière depuis l'âge de 16 ans. Est-ce que les profs au Québec devraient gagner l'équivalent de la moyenne canadienne pour les profs ou les enseignants du reste du Canada? Dimitri? Bien, selon les coûts de la vie, puis Jean-François l'a mentionné, il faut s'assurer que nos profs sont bien rémunérés parce que, encore une fois, le rôle d'un professeur est un rôle primordial. Ils sont en train d'élever la prochaine génération qui va prendre la relève. Voilà. Mais de créer une controverse autour des propos du ministre Drainville, il n'a pas minimisé le rôle des profs. Mais ce que je dis, c'est un député devrait être payé plus qu'un professeur. Un député n'a pas de vacances d'été, en passant.
Ah, ça, c'est nouveau. Non, c'est nouveau, ça, Dimitri. Ben, ils ont des... Ben, je On sais a pas. des Quand vacances. vous étiez député, J'avais des vacances. je suis certain que vous étiez pas 2 ou 3 mois de vacances, n'est-ce pas, Michel? Non, mais on avait des vacances quand même. Là. On Faut avait pas, plus, faut pas laisser plus passer que... ben, moins que les enseignants, mais plus que la moyenne des travailleurs. Absolument. OK, François. Absolument. Eh mon Dieu, je vais vous dire en droit du travail, là, la notion de comparable, c'est extrêmement difficile. Quand on fait des travaux d'équité salariale, je dis pas d'égalité salariale, mais d'équité. Donc, un poste à prédominance, etc., est équivalent à... quelle est son équivalence? C'est un jeu dangereux. Je dis ça pourquoi? Parce que moi, je dis que c'est la faute à Bernard Drinville. Malheureusement, Bernard, dans sa candeur, parce que moi aussi, je vais l'appeler Bernard parce qu'il appelle tout le monde par son prénom, il n'a pas développé sa pensée et ça a prêté le flanc à toute cette énergie sur les réseaux sociaux absolument incroyable parce qu'il a ouvert cette porte. Et il a été surtout incapable de répondre à la question principale de Michel David, qui était de dire « Ouais, mais avec le reste du Canada, qu'est-ce qu'on fait avec nos enseignants? » Et ça, c'était une question importante. Et il aurait pu dire « Regardez, j'ai une consoeur qui travaille bien fort au Conseil du Trésor, là, dans ses négociations. » Il y avait des réponses tellement simples. Mais Bernard, c'est Bernard. Il semble qu'il a été surpris, c'est ça qu'on nous dit. Oui, c'est clair. Oui, c'est Oui, clair. et c'est ça qu'il avait l'air. Il avait l'air pas prêt, il avait pas l'air préparé. Et tu t'en vas pas t'asseoir avec Michel David du Devoir, Pas préparé, puis pas que ton équipe, en tout cas son directeur de com puis ses gens de politique, là, ont peut-être pas fait leur travail, mais le ministre non plus, en ne leur disant pas quel genre de questions est-ce que Michel David va s'apprêter à me faire. Voyons donc, c'était des questions tellement de base. Et en disant, ben, veux-tu vraiment comparer, ça prête le flanc à dire, comme Dimitri, qui voulait pas les dénigrer, mais il voulait juste pas entrer dans ce jeu-là, ou ça voulait dire, parce qu'avec le temps, il faut regarder le non-verbal, vous en avez parlé en début. Moi, je l'ai écouté de bien des façons, son extrait. Je l'ai écouté sans son, je l'ai écouté avec du son. Et l'impression que ça donne, c'est quelqu'un qui était excédé par la question, puis qui lui faisait un genre de... ailleurs. Puis moi, si je dis pif comme ça, là, les gens vont me dire, ben franchement, là, c'est pas très poli. Et ça donne une impression un peu réducteur dans la chose. Et puis, je vous dirais la chose suivante. Il y a beaucoup de gens qui comparent l'Assemblée nationale à une salle de classe en passant, parce qu'ils sont tellement dissipés. Moi, je dirais que comme comparable pour la présidente de l'Assemblée nationale, une professeure de classe ou un directeur ou une directrice d'école, c'est pas mal comparable parce que c'est pas mal le travail qu'elle a à faire. Puis les autres, c'est des élèves. Je ne sais pas combien on paye les étudiants au Québec, mais ça serait peut-être intéressant à regarder. Okay. Il aurait pu éviter tout ça s'il avait été préparé. Point. Pendant ce temps-là, il y a une négociation, Michel, dans le secteur public, OK? Puis là, il y a Bernard Drinville qui parle des enseignants de cette façon-là. C'est interprété de toutes sortes de façons. Les députés sont sur le point où vont se voter une augmentation de salaire de 30 000 $. Le directeur de cabinet de François Legault, donc du premier ministre, a reçu une augmentation de 70 000 $. Et on offre 2 % d'augmentation par année sur 5 ans aux fonctionnaires, aux employés de la fonction publique. Ce qui laisse Sonia Lebel, présidente du Conseil du Trésor, dans une drôle de situation. C'est comme si elle reçoit des balles de neige de ses collègues, puis elle essaie de négocier en même temps avec la fonction publique. Voici ce qu'elle avait à dire ce matin. C'est sûr que ce n'est pas un environnement idéal pour les négociations. Puis je comprends les gens de s'y perdre un peu et de regarder ça de façon très froide puis de dire « Wow, on n'est pas dans la même façon de faire. » Mais c'est vrai, mais on ne compare pas les mêmes choses. Donc, on est très juste et équitable malgré tout. C'est pas un environnement idéal, mais on est très juste et équitable malgré tout. Vous voyez ça comment, Michel?
Bien, c'est une belle tentative de sa part de donner une soi-disant explication, honnêtement. Mais ça tient pas vraiment la route. Et c'est évident que le contexte, on l'a dit la semaine dernière, de l'augmentation du salaire des élus est très mal choisi. La période est très mal choisie dans une atmosphère de négociation et tout va reposer sur les épaules de Mme Lebel. Et elle se retrouve un peu seule, finalement, avec la patate chaude de la négociation et c'est son rôle de le faire. Et là, ce matin, elle nous annonce des primes. Moi, je voudrais parler de ça un peu, des primes aux enseignants, des primes aux infirmières. Et ce gouvernement-là a beaucoup misé sur l'ajout de primes. On l'a vu, ça a commencé dans la pandémie. Dans la pandémie, on l'a fait. Oui. Si vous permettez, pour les enseignants, par exemple, c'est pour les enseignants qui s'en vont à la retraite. Pour les garder au travail un an de plus, on leur donne 12 000 $. Une prime de 12 000 $. Vous voyez, là, pour le personnel enseignant admissible à la retraite, on leur donne 12 000 $. Puis les ressources en santé et en services sociaux, 143 millions de dollars de primes prolongées jusqu'à la fin de l'été. Donc, on prolonge les primes Ça, COVID. c'est les primes COVID. Oui, voilà, exact. Ouais, Donc, à chaque fois qu'elles vont s'arrêter, ils vont se reposer la même question. Est-ce qu'on les prolonge encore et encore? Bien, c'est là que j'en viens, Jean-François. Moi, j'ai un peu de difficulté avec ça. Je peux comprendre que dans certaines situations exceptionnelles, on veuille, puis j'ai déjà utilisé aussi des primes dans des situations exceptionnelles en négociation. Mais là, ça a une tendance à devenir un peu la norme. Et toujours pour mettre un peu un diachylon sur un bobo bien précis. Et ça je trouve ça un peu dérangeant parce que pendant ce temps-là, on le sait très bien que les conditions de travail des enseignants, des infirmières, il faut regarder tout ça globalement, mais il faut hausser les conditions de travail des deux corps de métier d'une certaine façon et qu'on évite à chaque fois de relancer des débats sur la façon dont on organise le travail tant dans le réseau de la santé que dans le réseau de l'éducation. Et en quelque part, c'est un peu à l'encontre aussi des revendications des syndicats. C'est un peu comme si on mettait les syndicats de côté, puis c'est comme si ça n'existait pas. Puis nous, le bon gouvernement, bien, à tous les 2-3 mois, on agite une carotte. Une petite carotte. J'augmente l'offre. 143 millions par-ci. Puis on a fait ça il y a à peu près, une couple de mois aussi, après avoir offert un pourcentage d'augmentation juste avant Noël, 2 jours avant Noël, qui avait aucun sens parce que face à l'inflation, c'était nettement insuffisant. Et ça, je trouve que c'est aussi, en quelque part, et je vais peser mes mots, mais un certain manque de respect ou qui ne tient pas suffisamment compte de la réalité de ces enseignantes ou de ces infirmières sur le terrain. Et une négociation, ça se fait autour d'une table. Quand vous dites que ça ne tient pas compte de la réalité, c'est comme si on leur offre de l'argent puis on dit l'argent va faire leur bonheur. Moi, je vais vous dire, bien franchement, Sébastien, si j'étais enseignante ou si j'étais infirmière, j'aurais le sentiment qu'on veut m'acheter d'une certaine façon. Puis qu'on veut m'acheter avec un 12 000 $ pour que je prenne ma retraite plus tard. Et qu'on m'achète encore avec une prime pour que cet été, je fasse du temps supplémentaire ou je ne sais trop. Et je trouve ça dérangeant parce que c'est pas ça une négociation de convention collective. Et c'est pas de cette façon-là qu'on va assurer une sorte de stabilité de fonctionnement et qu'on va reconnaître la valeur du travail de nos enseignants et de nos infirmières, particulièrement dans un contexte de pénurie, particulièrement dans un contexte où c'est difficile pour toutes sortes de raisons, mais des raisons qui sont importantes et dont il faut tenir compte parce qu'à la fin, il y a toujours un service à offrir à la population, que ce soit à nos enfants ou que ce soit aux personnes malades. Alors, je trouve qu'il y a une certaine désinvolture. C'est une stratégie. Parmi d'autres. Mais je pense que les syndicats devraient
tenir leur bout et questionner cette stratégie-là et dénoncer cette stratégie-là avec un peu plus de force, mais en même temps, ils savent très bien qu'ils n'ont pas le gros bout du bâton non plus, parce que c'est le gouvernement qui va décider, puis c'est lui qui a l'argent. C'est ça, puis peut-être que le gouvernement essaie de diviser un peu les syndiqués en disant il va y avoir des syndiqués qui vont avoir des primes. Deux problèmes avec les primes, semble-t-il. Problème fondamental avec les primes, c'est que ça compte pas pour la retraite. Donc, tu as beau avoir des primes pendant plusieurs années, ça compte pas pour ta retraite. L'autre problème avec la prime de 12 000 offerte ce matin aux enseignants retraités, les syndicats nous disent les retraités, ils ont rempli leur papier au mois d'avril. Il y a 3-4 mois déjà. C'est ça. Puis ils sont prêts à aller à la retraite. Puis là, ils ont planifié leur affaire de retraite, puis leur poste a été donné à des gens qui vont occuper les salles, la fonction dans la salle du prof qui va à la retraite. Bref, ça va être... Et croyez-moi, là, Sébastien, là, c'est la chose la plus complexe dans le réseau scolaire. Cette capacité d'agencer les postes aux enseignants en fonction de, l'ancienneté, mais en fonction des cas de maladie, parce qu'il y a énormément de maladies dans le réseau. Congés de maternité. Et dans les congés de maternité et les retraites, c'est d'une complexité incroyable. OK. Bonne chance, Bernard Drinville. OK, bonne chance à Bernard Drinville. En passant, Bernard Drinville, semble-t-il, il a 2 sœurs qui sont enseignantes. Ça va faire des belles Ça discussions. va faire un beau party de famille. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.